Salut Axel, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les abonnés? Donc je m'appelle Axel Tessandier, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur avec un E. Je sais que ça agace les gens mais ça se dit, je suis entrepreneuse. J'ai créé mon agence qui s'appelle Axel Agency il y a 3 ans à San Francisco. Donc avant j'habitais à San Francisco pendant 6 ans, de 2010 à 2016, je suis rentrée le 1er janvier 2016 en France. Et du coup à San Francisco j'ai fait plein de trucs et notamment j'étais dans une galerie numérique pour des artistes numériques. J'ai été envoyée là-bas parce que j'étais à Berlin pendant 2 mois dans un programme qui était sponsorisé par Google et T-Mobile et ils m'ont envoyée là-bas. Je devais rester 3 mois, je suis restée 6 ans. Donc j'ai travaillé pour une start-up après la résidence artistique dans la galerie numérique. Et ensuite j'ai monté Axel Agency en 2013, avril 2013. Et voilà, et depuis je fais plein de trucs sous le toit de l'agence, quoi. Je me sers de l'agence pour faire des trucs. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu les trucs principaux que tu fais moi, peut-être des trucs un peu intéressants. J'ai commencé en faisant beaucoup de retours de tendance de la Silicon Valley. Donc en fait, on me demandait ce qui se passait là-bas, pourquoi ça se passait, comment eux pouvaient en faire quelque chose ici. Et puis donc un de mes premiers clients, c'était My Little Paris. Ensuite, le web, qui était une grosse conférence, je ne sais pas si tu connais. C'est une grosse conférence web. Et moi, en fait, Loïc Lemeur était venu me voir pour l'aider à faire le programme pour le Web Londres. Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça, et puis ensuite j'ai eu des clients sur tout ce qui était transition numérique, génération Y. J'ai eu des clients sur, tu vois, avec les startups. Par exemple, là j'ai travaillé avec une startup qui s'appelle Superprof, qui est super, sur le storytelling, comment raconter leur histoire pour le concours de France Digital. Kickstarter, c'était très différent. Je me suis occupée du lancement de Kickstarter en France, donc c'était vraiment lancer la plateforme pour les makers et les créateurs et les start-upers français. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est Kickstarter? Kickstarter, c'est la plus grosse plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif dans le monde. Ça a été la première créée, donc ils sont à New York, ils ont un seul bureau dans le monde qui est à New York. Et en fait, le lancement en France, ça voulait dire de pouvoir ouvrir la plateforme aux créateurs français qui pouvaient créer un projet avec un compte en banque français, en fait. Toi, tu es responsable du lancement en France? J'étais responsable du lancement, donc l'année dernière. Le lancement s'est fait le 27 mai 2015 et moi, je suis arrivée en France le 19 mars pour m'occuper pendant quelques semaines du lancement, ouais. Okay. Donc ça a été un truc énorme pour ma boîte que j'avais complètement sous-estimé. J'avais complètement sous-estimé l'aura en fait de Kickstarter en France, mais pour moi ça a été un client hyper important. Okay. Il y a eu vraiment un avant et un après Kickstarter pour moi, c'est sûr. D'autres trucs sur toi, tu as aussi t'as été une des premières employées, je crois, de certaines grosses boîtes, je crois Scoopit, c'est ça peut-être, ou d'autres? Oui, Scoopit, c'est pas une grosse, c'est toujours une start-up, hein, mais moi en fait j'étais la première employée américaine de Scoopit. Donc en fait, quand j'étais résidente artiste dans la galerie numérique qui s'appelle la GAFTA, qui est vraiment un endroit très san-franciscain et qui est vraiment typique. Je connais pas beaucoup des endroits comme ça ici en fait. C'est vraiment où tu mêles art et technologie. Donc quand tu vas à la GAFTA à San Francisco, t'as pas de peinture au mur, t'as pas de sculpture, t'as des data visualisations, de petits génies du Google Labs, des choses comme ça. Donc du coup ça a été vraiment une immersion passionnante et démente pour moi quand je suis arrivée à SF parce que j'étais vraiment au cœur du truc, quoi. J'étais vraiment dans un truc très San Francisco. Et du coup après j'ai commencé à écrire sur les nouvelles technologies, ce qui se passait dans la Silicon Valley, pour des pure players en France. Parce que moi je voulais rester, j'étais censée rester que 3 mois en fait dans cette résidence artistique. Et en fait je suis restée 6 ans à ASF. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer par Scoopit pour aider la plateforme de curation à venir s'installer aux États-Unis. Et tu dirais que dans ton parcours, c'est quoi les trucs qui ont fait que tu t'es fait remarquer, que tu as eu une place importante dans certaines boîtes? C'est de ne pas penser comme ça, je pense. En fait, moi j'ai... Bon, si tenté que je me suis fait remarquer ou n'importe quoi. De toute façon, tu sais, quand on est connu dans la tech, on est connu entre deux quartiers, quoi. C'est pas... Moi, la seule chose que j'ai essayé de respecter dans mon parcours, c'est l'envie, la passion, de faire les choses pour les bonnes raisons. Donc, parce que ça me passionnait, parce que j'allais apprendre quelque chose, parce que j'avais peur de le faire, j'étais pas sûre de savoir le faire, mais j'avais envie de me lancer des défis. Et moi, je marche pas mal à l'affectif. Je sais pas si c'est bien ou mal, mais... d'avoir fait des rencontres, je veux dire de toute façon les opportunités et la chance c'est toujours des rencontres, c'est toujours des projets et voilà, moi j'ai toujours essayé dans mon parcours d'être au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne et si tu fais ça pour les bonnes raisons généralement ça peut arriver et du coup voilà, moi je pense dans mon parcours c'est la seule chose dont je me crédite, quoi. C'est okay. D'avoir toujours été plutôt vrai, d'avoir jamais fait les choses pour les mauvaises raisons, de les avoir toujours fait avec cœur, ça aide peut-être. Là, une des raisons pour lesquelles je t'interviewe, c'est parce que je sais que tu as lu pas mal de livres de psychologie positive et que tu t'intéresses au développement personnel. Et moi, j'ai souvent des gens qui me disent oui, mais c'est intéressant tous ces livres-là, mais
finalement les grands entrepreneurs, peut-être les Elon Musk, les Bill Gates, etc., bah, ils ont peut-être pas lu tous ces livres et peut-être qu'il n'y a pas vraiment besoin de ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Elon Musk, tu sais qu'il a Burning Man chaque année, qui est quand même... bon, il y a beaucoup de drogue, beaucoup de machins, etc., mais pour ces mecs-là, Burning Man, c'est le moment, c'est les 10 jours de l'année où tu es en plein sur ces sujets-là. Hein. Tu vas au fond de toi-même, tu es en introspection, tu lâches prise, etc. Je veux dire, ne pas croire à ça, moi je pense que si la Silicon Valley est la Silicon Valley, c'est aussi parce qu'elle est en Californie. Hein. C'est aussi là où est né le mouvement hippie. Hein. Donc tout ce qui est self-développement personnel, positive psychologie, changement collectif et changement individuel, tout ça, c'est pas des gros mots là-bas, parce qu'en fait, c'est toujours plus ou moins lié. Du coup, moi, je suis hyper attachée à ces sujets-là. J'étais déjà avant de partir. Moi, je suis végétarienne depuis 9 ans, yogini, je médite tous les jours, etc. Mais à San Francisco, j'ai eu l'impression que c'était cool et normal. Du coup, ça te permet un peu d'avoir un peu moins honte d'aller au yoga tous les jours, de méditer. Moi, je suis végétarienne. Alors, c'est un peu changé, je dois dire, en 9 ans, mais être végétarienne il y a 9 ans, good luck. Hein. Donc, du coup, en Californie, quand tu arrives là-bas, ça te libère un peu à ce niveau-là, parce que tu vois très bien que ça fait partie du truc et que, oui, il y a un prisme un peu californien là-dessus qui est hyper important. Donc ça m'a libérée en arrivant. C'est des réflexes que j'ai gardés en rentrant. Je pense que les gens seraient très étonnés de la place qu'a le yoga, la méditation... même les vidéos de positive psychologie dans ma vie. Par exemple, là, je viens de découvrir une nouvelle chaîne YouTube que j'adore, c'est pas pour faire de la concurrence, elle fait pas du tout la même chose que toi, qui s'appelle The School of Life de Alain de Botton. Et tu vois, je savais pas, alors moi je suis hyper fan de lui, et je me dis, putain, cette chaîne, c'est dément. Et moi, tu vois, je suis hyper... bon, ça va surprendre plein de gens, et moi je suis très introverte, je me pose plein de questions, je me vois beaucoup plus comme une artiste que comme une consultante. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut mieux... moi, je me vois comme ça. Donc, du coup, j'ai vachement besoin... Je suis vachement drivée par mes doutes, par mes questions, etc. Et donc, ce genre de questions, je vois que je ne suis pas la seule à me les poser, ou que genre c'est vraiment des questions sur la condition humaine, etc. Moi, ça m'aide vachement. Ça m'aide vachement pour créer, ça m'aide vachement pour la confiance en moi, ça m'aide vachement dans mon job. C'est une créativité que j'utilise tout le temps. Pour revenir à ta question sur pourquoi mon parcours est un peu différent, ou pourquoi j'ai réussi à me faire une petite place à ma petite échelle, je pense aussi que... j'intègre vachement tout ça dans ce que je fais. Hein. Quand je parle, quand j'intègre mes émotions, j'intègre mes différents courants, j'intègre tout ça en fait dans mon travail. Et je pense que c'est un peu essentiel hein, pour penser un peu différemment aussi. Hein. T'as jamais senti une contradiction entre l'univers de la méditation, du yoga, etc. et le fait d'entreprendre et de gagner de l'argent finalement Non, ce qui me choque plus, c'est mon addiction aux nouvelles technologies, le fait que je travaille là-dedans, que je sois hyper tout le temps sur mon téléphone, complètement wired, complètement... et la méditation, ça me choque beaucoup plus. Hein. Chez moi, mon côté, faut absolument que je me pose 20 minutes pour méditer, et ensuite je repars en 45 minutes, complètement accro sur... C'est plus ces contradictions-là qui me choquent. Non, est-ce qu'on peut tous vivre comme des moines bouddhistes à méditer toute la journée? Je n'y crois pas dans une société capitaliste en 2016. D'ailleurs, je pense que la méditation est bien plus utile dans cette société-là que dans un temple au Tibet. Je pense que c'est bien plus utile qu'il y ait des gens qui vivent comme nous, ici, dans ce genre de société, qu'on aille se réfugier, toi et moi, dans un univers qui vit de ça, qui comprend ça. Et il faut faire un peu le cheval de Troie, je crois. Et tu penses que à quel niveau tu penses que ça t'aide, je sais pas, en tant qu'entrepreneuse, toi, de faire ces choses-là, ou est-ce que tu le fais juste pour toi-même, pour le plaisir ou... Non, je crois que ça m'aide vachement dans mon boulot, ça m'aide vachement avec qui je suis en fait, donc comme ce que je fais et ce que je suis. Ma boîte porte mon nom, c'est Accel Agency, donc tout ce que je fais, tout ce que je suis sont tellement reliés qu'à partir du moment où il y a une pratique qui m'aide à me centrer, à me reconnecter, à être plus dans l'action que la réaction, à pas me laisser envahir par la peur, à pas me laisser... ça rejaillit forcément sur ce que je fais. Ça rejaillit dans mon rapport aux autres. Ton travail, c'est ton rapport aux autres, c'est ta créativité, c'est plein de choses. Et puis notre génération, elle fait pas trop la différence entre ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et cette pratique, c'est tellement ça. C'est pas seulement être assis 20 minutes par jour. Tu l'emmènes avec toi, quoi. C'est comme le yoga. Moi, je fais beaucoup de sport. Je suis très très étonnée. Enfin, remarque, en France, ça a changé un peu. Un autre truc que j'ai vraiment pris en Californie. Moi, je suis obligée de faire du sport tous les jours. D'accord. C'est obligatoire. Yoga, danse,
cardio, il faut que ça... Le corps et la tête, c'est tellement la même chose que du coup, si je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Ça fait pauvre slogan Nike, mais c'est d'une évidence, hein, et pourtant personne ne le fait. Donc, enfin, pas beaucoup de gens en tout cas. C'est vrai qu'en France, c'est pas du tout populaire. Est-ce que tout à l'heure tu me disais qu'il y avait un vrai lien entre le mouvement hippie et la Silicon Valley, le côté entrepreneuriat, start-up, etc. Est-ce que tu peux... Steve Jobs, c'est quand même un mec qui a passé un an à bouffer des pommes en Inde, quoi. Avec son sac à dos et un pote. Le mouvement hippie est né là-bas. Moi, c'est marrant, quand j'avais fait ma première grande conférence que j'avais donnée en 2013, j'avais appelé notre génération les digital hippies. Hein. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de valeurs du temps des hippies qui sont en train de revenir, genre connectés, tous connectés les uns avec les autres. Internet n'a pas de frontières. Hein. Donc du coup, on est une grande communauté. Comment on transcrit ça de façon empathique, tous ensemble, un monde plus vert, un monde plus juste, enfin toutes ces valeurs qui sont de nouveau là. Ils ne parlaient que de ça à Woodstock, hein. Sauf qu'ils n'avaient pas la révolution numérique, quoi. Et du coup, j'avais l'impression que nous, on avait exactement les mêmes valeurs avec un contexte un peu différent. Il y a une question que j'aime bien poser à tous les gens que j'interviewe et qui sont entrepreneurs, c'est la question de Thiel, je sais pas si tu la connais, c'est qu'est-ce que tu crois vrai que quasiment tout le monde croit être faux? Et est-ce que tu crois qu'il y a un truc que tu sais ou que tu as ressenti qui t'a aidé à avancer dans ce que tu as fait? Qu'est-ce que je crois qui est vrai que tout le monde croit faux? T'es pas obligé de répondre après, si. Non, attends, la question est vachement intéressante. Je pense qu'on sous-estime souvent le pouvoir qu'on a sur soi, en fait. Et donc sur le réel. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait on attend souvent d'être sauvé de soi-même, hein, par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un, ouais. L'État, la vie, un job, quelque chose qui va faire qu'on va se sentir mieux avec soi, ou que quelqu'un va nous sauver de nous-mêmes, en fait. Et je crois que ça n'existe pas. Je crois que personne n'est jamais sauvé de soi-même et que en fait c'est effrayant et en même temps assez génial, hein, parce qu'en fait c'est toi qui as les clés de ton bonheur, de ta réussite. Ça drive beaucoup ma vision de la vie et de la société. Hein. Okay. Et oui, parce que ça c'est fou finalement que tu sois partie aux États-Unis. Est-ce que tu peux me dire pourquoi et qu'est-ce qui t'a motivé à partir Tout. Moi j'étais végétarienne, yogi, végi, geek. J'arrive à San Francisco, à la Silicon Valley, c'est comme un rêve, quoi. Okay. Donc du coup je devais rester 3 mois et puis finalement je suis restée 6 ans. Il se trouve aussi que j'ai rencontré mon mari, je l'ai rencontré quand il passait ici 10 jours. Il était déjà dans la Silicon Valley, à San Francisco. Okay. Le destin a voulu que j'aille à San Francisco 3 mois, donc j'y ai vraiment vu un signe du destin. Donc je l'ai retrouvé là-bas. Okay. Et puis voilà, et puis on s'est mariés là-bas. Donc voilà. D'accord. Et pourquoi tu es revenue d'ailleurs en France aujourd'hui ? Je sais pas, en fait c'était après 6 ans dans la Silicon Valley. J'avais l'impression que j'avais des choses à partager ici. J'avais une double culture que je pouvais partager avec les gens. J'avais l'impression que j'étais plus utile ici, à ma petite échelle, que dans la Silicon Valley. Et puis ce qui s'est passé avec les événements de l'année dernière, moi j'ai eu une frustration d'être loin. D'accord. Donc j'avais envie, moi je suis très engagée politiquement, pas dans un parti, enfin sauf récemment. Mais en fait j'avais l'impression qu'on allait dans un moment assez glauque, en fait, de transition assez violente, où on allait voir des forces un peu contraires s'affronter, quoi, et que du coup si on avait la force de porter quelque chose de positif, d'y croire, d'être un peu dans une positive psychologie, il fallait le faire. Et en fait j'avais envie de le faire ici. Mon engagement politique a certainement motivé mon retour. Hein. D'accord. Et tout à l'heure tu nous as parlé, donc tu nous disais que tu as lu pas mal de livres de ce genre-là. Est-ce que tu peux nous dire tes livres préférés, soit de psychologie positive ou peut-être d'entrepreneuriat? J'aime bien Garner, Self-Renewal and Innovative Society. J'aime bien John Maeda, Redesigning Leadership. Okay. Il explique que les leaders de demain, ce sont les artistes. Donc ça, moi j'y crois tellement, parce que c'est vraiment les artistes qui m'ont le plus inspiré dans ma vie. J'aime Creativity Inc., du fondateur de Pixar. Ça, c'est vraiment génial. J'aime toutes les biographies d'artistes. Donc j'aime les biographies sur David Bowie, sur Marlon Brando. J'aime pas que lire des livres d'entrepreneurs, en fait. Tout m'inspire, moi. D'accord. Et je trouve ça hyper important d'être inspiré par plein de choses qui sont en dehors de ton domaine. Moi, je lis énormément, mais j'adore la danse, j'adore la musique. Je regarde des émissions débiles. Tout peut... Je suis hyper curieuse, c'est le seul talent que je me reconnais. Hein.
Est-ce que tu dirais qu'être entrepreneur, c'est être artiste aujourd'hui? Oui. En tout cas, pour moi, les plus grands entrepreneurs sont des artistes. Qu'est-ce que c'est être artiste? C'est prendre un canevas, prendre une toile, prendre n'importe quoi, un support, et dire voilà ma vision de la vie, voilà ce que je propose. Un entrepreneur, c'est pareil, il dit voilà ma vision, voilà mon projet qui porte ma vision. Sauf que l'artiste n'est pas forcément là pour donner des réponses, il est là pour poser les bonnes questions. L'entrepreneur, il est là pour poser les bonnes questions, régler un problème, et avec un peu de bol, trouver des solutions. Ok. Mais ouais, moi j'ai énormément de respect pour l'art, pour les artistes, c'est la chose qui m'inspire le plus. Je ne pourrais pas vivre sans musique, je ne pourrais pas vivre sans cinéma. Avant de travailler dans l'entrepreneuriat, cette phrase ne veut rien dire. Avant d'être dans les nouvelles technologies, moi j'étais dans le cinéma. Okay. Donc ça m'a vachement marqué, c'est ma première passion. Donc moi je passais, quand j'avais 8 ou 9 ans, j'étais au ciné-club, donc ça m'a beaucoup marqué en termes d'état d'esprit, etc. Et ça m'a beaucoup marqué aussi par rapport au storytelling. C'est pas du tout un gros mot pour moi, c'est quelque chose que je trouve complètement sous-estimé en France. C'est quelque chose qui est ultra caricaturé et qui est essentiel pour moi. C'est-à-dire le storytelling, c'est pas de la com, c'est pas du marketing, c'est pas du bullshit. C'est les gens qui changent le monde portent toujours une histoire et savent la raconter. Et donc ça, moi je suis vachement portée sur mon obsession du storytelling par ma vie professionnelle précédente qui était dans le cinéma, etc. C'est marrant que ce soit d'ailleurs aussi mal vu parce que c'est très. Le storytelling, c'est de l'écriture finalement, c'est savoir écrire quelque chose et, oui, mais en fait, et le raconter ensuite. C'est très mal vu parce qu'en France, on ne respecte pas tout ce qui est désintellectualisant. Et la com, c'est désintellectualisant. La positive psychologie, c'est désintellectualisant. Tout ça, c'est désintellectualisant. Et donc, c'est idiot. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est pas respecté. Alors que savoir raconter une histoire, c'est peut-être le talent le plus important. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Platon qui disait ceux qui racontent des histoires dirigent le monde. C'est pour ça que le cinéma existera toujours. C'est pour ça que tu pleures plus devant une vidéo qui t'embarque dans une émotion, etc. Donc, et puis, c'est se rendre compte que l'homme n'est pas un animal rationnel. Nous ne sommes qu'émotions. Nous ne sommes gouvernés que par nos émotions. Donc, il faut mieux l'accepter et faire que les bonnes, les positives nous dominent, quoi. Donc, et bon, il faut accepter les négatives aussi, mais du coup, voilà. Donc, moi, c'est vrai qu'ici en France, tu vois, par exemple, j'ai fait un post sur Medium sur l'avenir appartient à ceux qui le veulent le plus, et c'était sur l'Europe. Et j'ai une réflexion d'un mec qui me dit franchement, citer Clapiche comme référence quand on peut citer Victor Hugo. C'est vrai, Clapiche qui est le réalisateur de l'Auberge espagnole. Et j'ai trouvé ça tellement français comme remarque. J'étais là, avec Clapiche, c'est trop pop culture. C'est trop. Alors que moi, je disais que l'Auberge espagnole, en termes de storytelling, c'est ce qui a le plus fait pour l'Europe pour moi. Ce qui m'a. Je suis partie en Erasmus 2 semaines après le film. Et donc je disais dans l'article, je dis franchement en termes de storytelling, on n'a rien fait de mieux pour l'Europe que ce film-là depuis 10 ans. Donc le mec me dit mais cite Victor Hugo, cite machin, et je dis la France. Et en fait du coup moi je trouve qu'on a besoin d'intellectuels, c'est hyper important. On a besoin de penser, on a besoin de réfléchir. Mais là c'est mon côté un peu américain, c'est un peu mon mix des doubles cultures qui dirait il faut penser, réfléchir. Et il y a mon petit côté just do it quoi. Il y a un moment où il faut y aller et ça c'est vraiment... Ouais, ça, c'est vraiment mon mix franco-américain. J'ai pas la nationalité américaine, mais quand même, j'ai passé 6 ans là-bas. Donc, okay. Moi, je suis d'accord avec ton analyse. Et c'est vrai que, en fait, moi-même, je pense qu'il y a un gros intérêt quand même à ce qu'en France, les gens soient très portés sur le côté intellectuel, et philo et livres. C'est pour ça que la méditation, c'est très compliqué ici. Ouais, tu crois? Mais bien sûr, parce que la méditation, c'est se retrouver en face de soi, observer ses pensées. Tu serais bien plus respecté si tu disais que tu écrivais tous les matins 20 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, on ne peut pas l'intellectualiser, on ne peut pas le rationaliser, on peut pas le... Et c'est très difficile, mais la méditation, ce n'est rien d'autre que ne rien faire. Ne rien faire. Même si tu fais ça que 2 minutes par jour. Moi, je pense qu'il faut mieux faire 5 minutes de méditation par jour que 3 fois 30 minutes. Moi, au début, je faisais ça. Je faisais un truc de 45 minutes. Donc, en fait, où tu observes chaque partie de ton corps et ensuite... Et en fait, il faut faire... Tous les jours, tu faisais ça? Je faisais ça tous les jours. J'ai pas tenu longtemps parce qu'en fait, tout ce que tu fais pour te forcer, tu n'y arrives jamais. Après, quand tu sens quand ta pratique devient complètement naturelle parce qu'elle te manque. Donc, en fait, tu ne te forces pas d'un coup de prendre ton mat, prendre ton truc et te poser. C'est que d'un coup, tu ne peux pas faire autrement. Et ça c'est très fort. Et 5 minutes par jour, sans y penser, sans te dire il faut que ça ait ce résultat-là, il faut que je sois moins stressée. Non, tu es déjà dans le mauvais truc. Mais juste, tu fais le test. Ne fais le test que genre 2 minutes par jour, de te poser, fermer les yeux, et tu vois. Tu n'essayes même pas d'arrêter tes pensées, tu n'essayes pas.
Je sais pas, j'ai des petits trucs comme ça. Et quand tu méditais plus longtemps, est-ce que tu sentais genre que peut-être ça te ralentissait un peu, ou est-ce que tu sentais des effets négatifs au-delà d'une certaine période? Non, pas du tout. Moi, ça dépend complètement des moments de ma vie. Par exemple, l'hiver, je suis beaucoup plus triste ici parce que j'avais complètement perdu. San Francisco, c'est vraiment la ville du printemps sans fin. Ouais. Donc, il y a toujours de la lumière. Donc, j'ai été très choquée cet hiver par mon état psychologique, par le manque de lumière, etc. Donc là, je vais avoir tendance à prendre beaucoup plus de temps pour moi. De toute façon, moi, je suis très introverte, donc je passe beaucoup de temps seule. J'ai besoin de travailler seule, etc. Mais cet hiver, par exemple, j'allais méditer beaucoup plus. J'allais faire beaucoup plus de yoga. J'allais faire pour lutter contre... Enfin, non, pas pour lutter, mais pour accepter l'état d'esprit du moment. J'avais complètement sous-estimé les moments de l'hiver, de l'été, du machin, parce que pour la théorie des climats de Montesquieu quoi, à San Francisco, t'as pas ces grands moments-là. C'est toujours le printemps. Ouais. Donc en fait, t'as pas des grands... Ouais, yes, je déchire, et des grands downs, des grands moments où t'as envie de rien, quoi. Mais je trouve ça sain d'avoir des saisons, moi. Je trouve ça très sain pour les cycles de la vie. J'aime bien aussi le prisme chinois qui est un peu comme le jardinage. C'est-à-dire que la vie n'est pas linéaire. Parfois, j'ai l'impression quand je cartonne, d'un coup, il se passe plus rien, j'ai du mal à trouver des clients, ça va beaucoup moins bien, etc. Je suis très angoissée. Je me dis, putain, ça y est, c'est la descente, c'est la chute. Alors qu'en fait, les Chinois, et même le jardinage, c'est des cycles. Tu comprends ? C'est les cycles de la vie, etc. Et ça, tout cet état d'esprit-là, c'est vachement important. Je te dis, moi, je mange de ça tout le temps, quoi. Mais je peux très bien me faire un documentaire ou un livre, je sais pas, sur l'histoire et tout. Je suis plutôt pour l'éclectisme, voilà. On va revenir à... J'aimerais bien revenir rapidement sur la question genre du financement participatif et de comment... Enfin, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer, veut être entrepreneur, mais qui dit... parce qu'il y a plein de gens qui disent ça, mais qui disent mais j'ai pas les moyens, là je peux pas parce que j'ai pas l'argent pour le faire. Non mais ça, bon, la vraie promesse du web, c'était quand même celle-ci. C'était la fin des intermédiaires. C'était un peu, alors je ne sais pas comment le traduire en français, mais un peu l'empowerment, c'est-à-dire de pouvoir se prendre en main. Donc si t'as pas envie de le faire, tu trouveras des excuses. Si tu as envie de le faire, tu trouveras un moyen. C'est toujours la même chose. Donc ça, non, attends, moi j'ai fait une pétition sur change.org. Ok, c'est autre chose. Hein. Mais j'ai fait une pétition, donc pendant les vacances de Pâques et tout, je vois une loi un peu relou qui passe, qui m'agace. Je lance la pétition, je fais 112 000 signatures en 8 jours. Hein. Grâce au web, grâce à Internet, grâce à mes communautés. Alors ok, c'est un clic, hein. C'est pas exactement la même chose que filer du fric, hein. Mais quand même. C'est-à-dire que tu peux engager les gens si tu es passionné, motivé, la bonne équipe. C'est-à-dire que moi j'ai demandé à Thibaut Kazergue, qui est un designer, de m'aider pour faire tous les visuels. Bonne équipe, bonne motivation, bonne raison, tes communautés que tu actives. Donc moi c'est un peu le truc que je sais faire et c'est un peu mon métier. Je sais activer les communautés, je sais communiquer, c'est pas un gros mot quoi. Donc du coup ça par exemple, si tu as la motivation, tu sais où taper, tu écris à 5 ou 6 personnes, machin, etc. C'est la même chose pour le crowdfunding. À qui tu vas envoyer ton email, qui tu vas prévenir que tu lances ton truc, qui sont dans tes mailing lists, pourquoi tu le fais, comment tu racontes ton histoire, comment elle est ta vidéo, etc., etc. Les choses, quand elles sont faites avec passion, qu'il y a un peu de stratégie, un peu que la com n'est pas un gros mot, que tu as un peu pensé ton storytelling et que tu as ta multitude qui se met en route pour toi, cette force-là, c'est instoppable et tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as besoin de rien du tout, tu as besoin d'un ordinateur et de quelques potes qui sont aussi engagés que toi. Et une bonne idée, ça aide. Ouais. Si je veux dire. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer, et qui me parlent avec moi et qui me disent qu'ils veulent se lancer, mais en fait j'ai l'impression qu'ils choisissent un projet qui est très physique, très concret, qui demande de l'argent pour avoir une excuse pour pas se lancer. Alors que si vraiment je pense que quelqu'un a un projet qui demande beaucoup d'argent, il suffit de trouver un autre projet, et un projet qui permet de commencer plus facilement, quoi. Je pense que ça c'est un truc aussi très français. Je pense qu'il y a un truc assez de... Enfin peut-être pas très français, mais c'est la peur de se lancer, c'est très commun. Puis ça s'appelle le perfectionnisme, et puis c'est très difficile. Je veux dire, on n'a pas le... tu vois, roots grounded, tu vas dire bon allez j'y vais et tout. C'est un état d'esprit aussi qui est compliqué, qu'on n'a pas forcément dans l'éducation, qu'on n'a pas forcément... Il faut avoir confiance en soi, il faut pas avoir peur de l'échec, il faut... plein de choses qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école, donc il faut que tu luttes contre tout ça à leur décharge. Et puis effectivement, c'est une autre façon de penser économiquement qui est très différente. Et je te dis, c'est très naturel de se chercher des excuses. Hein. On n'est pas fait pour cette révolution-là pour le moment. On n'est pas fait pour apprendre à communiquer, on n'est pas fait pour apprendre à s'aimer. Dans l'éducation, on ne t'apprend pas à avoir confiance en toi, on ne t'apprend pas à t'adapter, on ne t'apprend pas à être curieux, on ne t'apprend pas... Cette révolution-là, elle est faite de tout ça, tout va changer très vite, comment tu te comportes avec les autres, tout ça, ça fait pas partie de notre éducation, donc ça, il faudrait que ça change, c'est sûr.
Et est-ce que tu as des pistes du coup pour que ça change un peu en France, et à la fois que les gens soient plus moins perfectionnistes, plus entrepreneurs et peut-être plus orientés sur le développement personnel et la psychologie positive? Ben là, c'est personne n'est sauvé de soi-même, donc c'est se prendre en charge, écouter sa petite voix, se faire confiance, ne pas laisser se pressuriser par la société, enlever tout ce qu'on t'a un peu inculqué. Si tu as envie de lire des livres de positive psychologie, fais-le. Si tu as envie de changer de job, fais-le, prépare-toi quand même. Mais oui, en fait, c'est un peu en mode do it yourself, quoi. Et du coup, ouais, se prendre en main, faire ce qu'on a envie de faire. C'est sortir aussi un peu de toutes les pressions de la société, hein, qui est difficile aussi ici. Et aussi se connaître soi-même, ça aide vachement. On sait très bien pourquoi on ne fait pas les choses quand on a peur et pourquoi on ne fait pas les choses quand on n'a pas envie. C'est deux choses très différentes. Et quand on se connaît soi, donc quand on fait tout ce travail de recherche sur soi, avec les lectures, avec la méditation, avec tout ça, on commence à très bien se connaître. Donc en fait, on commence à très bien savoir quand c'est la peur qui nous bloque, et donc là, c'est plutôt un signal qu'il faut y aller, ou quand c'est le manque d'envie. C'est pas moi, ça me correspond pas, c'est pas qui je suis. Et donc ça, plus on se connaît, plus on apprend à, du coup, à bien choisir les projets, à bien savoir qui on est, à bien savoir où on a envie d'aller. Okay. Et pour finir, est-ce que tu peux nous conseiller, est-ce qu'il y a des chaînes ou des blogs ou des sites que tu consultes? Enfin, j'ai Radio Médecine Douce que j'adore, qui est une radio online. Donc c'est très sur le développement personnel. J'adore School of Life sur YouTube. J'adore des méditations, il y en a plein des apps, des apps de méditation, Boodify, Companion, Pacifica. Non, Boodify c'est plus pour la méditation. Enfin ça, si tu fais sur l'App Store pour méditer, tu vas en trouver plein. J'adore suivre sur Instagram des comptes là-dessus, genre good quotes, des trucs d'inspiration, etc. Je crois que visuellement ça marque en fait. Ouais, donc du coup j'adore regarder des trucs comme ça. Et puis ouais, faire sa propre exploration, trouver ce qui nous plaît. Ouais, moi je suis très d'Instagram, très blog, très YouTube. Je peux regarder des chaînes de... Et t'arrives du coup à passer du temps sur ces sites et en même temps être productive, etc. T'arrives à... Oui, mais bon, moi ça dépend complètement de mon job, mais je crois que ça m'aide dans ma productivité. J'ai jamais l'impression de perdre mon temps, et puis moi je travaille pas du lundi au vendredi. Aujourd'hui j'ai rien fait, pas grand chose, peut-être demain sera différent. En septembre c'est beaucoup plus actif qu'en juillet, en août. Enfin j'ai une vie de freelancer, donc c'est très différent. Donc ça m'a fait beaucoup culpabiliser au début. J'étais très très mal à l'aise de rien faire le lundi à midi ou d'aller au yoga, machin, que ça. Et puis en fait ma vie s'organise, en fait je me suis battue pour que ma vie s'organise comme ça. Okay. Et du coup le dimanche je peux travailler, ça me pose pas de problème. Mais je garde toujours du temps pour moi. Et puis oui, j'essaye de... Moi je théorise tout ce que je prêche. Donc je théorise la curieuse généraliste, je théorise le futur du travail en n'étant plus dans un bureau. Je théorise moi-même ce que j'espère pour être le futur. On verra bien si ça marche ou pas.